Une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila. Bonjour Margot, ravi de vous rencontrer et surtout ravi d'accueillir un ami et quelqu'un que je considère comme ayant fait une œuvre très utile dans l'éducation et ça ne court pas les rues. Donc François Bayrou, merci d'être là, vraiment. Merci à vous de m'avoir invité. Soyez le bienvenu François Bayrou, je le rappelle, vous avez été ministre de l'Éducation de 1993 à 1997 et ministre de la Justice en 2017. Vous êtes aussi maire de Pau depuis 2014, président du MoDem et haut commissaire au plan depuis 2020. Et on va parler avec vous deux dans ces controverses de la refondation de l'école. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par le classement PISA. Alors PISA, on en a déjà parlé dans une précédente émission. Je vais rappeler pour nos auditeurs, donc Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Vous aviez, François Bayrou, comme projet de faire entrer l'école française dans les 10 premières de ce classement. Or, en 2019, on a appris que la France était située à la 23e position, donc plutôt dans la deuxième moitié de ce classement. Comment est-ce qu'on explique un tel score et à quel niveau, finalement, le système scolaire français échoue-t-il ? Plutôt à la fin de la deuxième partie. Les classements internationaux qui se succèdent, et quelle que soit l'approche, révèlent des faiblesses très lourdes du système éducatif français. Alors je ne dis pas que tout soit parfait dans les classements internationaux. Je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont ils sont construits, et je pense même qu'il faut les préparer. Il faut préparer les épreuves. Parce que je connais bien d'autres pays qui les préparent, qui sont mieux classés que nous. Alors il y a au sein de l'éducation nationale une controverse depuis longtemps avec les instances, je les ai moi-même créées, donc j'ai une petite idée, les instances qui sont chargées de l'évaluation. Ils disent, mais en réalité, si on prépare, ça n'est plus honnête. Mais il ne s'agit pas de préparer les épreuves en tant que telles. Il s'agit de faire la liste des compétences requises. Et les compétences requises, elles tournent beaucoup autour de la lecture et de la langue. Et Alain Bentolila et moi, nous avons très souvent dans notre vie parlé de ce sujet. Simplement s'assurer que ces compétences sont acquises. Et réfléchir aux raisons pour lesquelles elles ne le sont pas. Et pour lesquels, d'une certaine manière, on a en effet accepté une école qui est une école qui, pour l'instant, ne remplit pas cette obligation. Et ne remplit pas cette obligation, parfois, on a l'impression de plus en plus gravement. Et donc, cette réflexion sur les classements internationaux, c'est aussi une réflexion sur l'organisation de l'école, le recrutement des enseignants, la pédagogie, enfin tout ce qui touche à cette mission absolument précieuse et absolument unique de l'école, qui est double, qui est de préparer des femmes et des hommes à l'exercice de leurs compétences, de leur créativité, de leur compréhension du monde dans lequel ils vivent, de leur faculté d'échanger avec nos contemporains, avec leurs proches, leurs amis, dans le monde professionnel. Ça, c'est la première mission, dans lesquelles les fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, peut-être on en parlera, j'emploie le mot de calcul exprès, je ne dis pas des mathématiques, je dis du calcul. J'allais presque dire de l'arithmétique, de l'histoire pour se repérer dans le temps, de la géographie pour se repérer dans l'espace, et puis un certain nombre d'acquis culturels qui font notre civilisation. Tout ça est assez simple à définir. C'est la première mission de l'école, elle doit transmettre ces fondamentaux-là. Et la deuxième mission de l'école, elle doit autant que possible, je ne veux pas dire former, mais permettre l'éclosion d'esprit critique. C'est-à-dire que une femme, un homme, un citoyen au féminin ou au masculin, tous les deux ont la mission de comprendre leur temps et de s'armer
pour pouvoir éventuellement peser sur l'avenir de leur époque, de leur société. Et ça commence par juger. Hein. Esprit critique, ça ne veut pas dire esprit de critique, ça veut dire esprit capable de juger. Les 2 missions de l'école. Et ces 2 missions-là, elles sont aujourd'hui largement interrogées, pour ne pas dire mises en cause, pour ne pas dire ciblées, parce que nous n'avons pas réussi à trouver la clé. Nous n'avons pas réussi, en particulier ces 20 dernières années, à trouver la clé. Mais tu vois, on va pas faire tutoie semblant. Dans la vie, donc on se tutoie là. Mais quand François Bayrou pose ces 2 conditions pour une école de l'équilibre, c'est-à-dire d'une part la question des fondamentaux et d'autre part la question de l'esprit critique. Il dit quelque chose d'absolument essentiel. Pardon de dire ça, mais je pense que c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas considérer l'école uniquement comme le grand entonnoir. C'est-à-dire là où on va, si tu veux, mettre des connaissances les unes après les autres, etc. et vérifier simplement que ces connaissances qui ont été mises dans l'entonnoir sont bien descendues et qu'elles sont encore là 2 ans ou 3 ans après. Ce qui est rarement le cas d'ailleurs. Les deux pôles que tu définis sont très proches finalement l'un de l'autre. Parce que quand on dit l'esprit critique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'esprit de résistance intellectuelle. Ça veut dire l'esprit de résistance intellectuelle, c'est-à-dire faire des enfants, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, faire des enfants qui sont capables de dire non quand il faut dire non. Et de dire pourquoi ils disent non. C'est pas non comme ça, c'est pourquoi ils disent non. Et de ne pas se laisser manipuler, ne pas mordre à n'importe quel mensonge. Non, il faut, c'est là que la question de l'esprit critique est vraie, mais cet esprit critique repose sur une capacité effectivement à comprendre des discours et des textes. Et on disait tout à l'heure, et ça revient un peu à ta première question, sur quoi portent les évaluations PISA ? Elles portent sur la question de la compréhension des textes et des discours. Et c'est là-dessus que nos enfants ne sont pas les meilleurs. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que s'ils ne sont pas bons dans la compréhension, c'est-à-dire cette capacité à la fois de respecter un texte, mais aussi de le mettre en cause, de le questionner, alors effectivement, nous nous trouvons dans une situation difficile. La question n'est pas d'être 24e à PISA, la question est de se dire qu'on est 24e dans la capacité de nos élèves à interroger, ton expression, interroger le monde, lui poser les bonnes questions, être capable de réfuter les éléments les plus critiquables dans ce qu'ils vont trouver, notamment dans les réseaux sociaux. Et là, c'est vraiment là-dessus que nous avons failli. C'est-à-dire que c'est vraiment cette pédagogie de la compréhension, évidemment, ça veut dire bien lire, précisément, etc., mais aussi avoir cette capacité de prendre un texte à bras-le-corps et de lui faire... Et d'avoir, comme on dit en franglais, ouais, le background, c'est-à-dire, ouais, au fond, les soubassements qui nous permettent de comprendre ce que nous lisons. Absolument. Parce que les mots sont une chose, les concepts sont une chose. Les idées contenues dans les mots sont une chose, mais la grille de lecture qui doit être informée par un minimum de culture générale sont une autre chose. Dans ce que tu décris, Alain, il y a une tragédie. Permettez-moi de l'énoncer et on va y réfléchir ensemble. La tragédie, c'est que, allez, il y a un demi-siècle ou 3/4 de siècle, l'école française était la meilleure du monde. Si on veut s'arrêter une seconde,
la santé française était la meilleure du monde. Le système médical français était la meilleure du monde. Et quelle est cette séquence qui nous a conduit à pareil effondrement? Parce que c'est un effondrement, pas seulement des résultats, mais c'est un effondrement du moral des acteurs, de ceux qui portent l'école. C'est d'ailleurs la même chose dans le monde de la santé. Et c'est d'ailleurs pourquoi la question qui est devant nous, c'est la question de la reconstruction, de la refondation. Et c'est tout sauf simple. Alors pourquoi cet effondrement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors je vais risquer des explications qui vont me faire très mal voir. On est là pour ça. Je pense que on a été hypnotisé par une espèce de fascination pour le nouveau et pour du passé faisons table rase. Quelque chose qui a fait que, alors je vais prendre l'exemple des mathématiques qu'on a appelées modernes. J'ai eu une très grande satisfaction l'autre jour, que je confie comme une confidence, comme ça. J'ai eu une très grande satisfaction. Alain sait que du point de vue des mathématiques, j'ai beaucoup bataillé pour dire mais ces concepts sont trop abstraits et l'intelligence d'un enfant n'est pas une intelligence abstraite. C'est d'ailleurs pourquoi nous avions construit une démarche qui s'appelle la main à la pâte avec le prix Nobel Georges Charpak, parce que c'est du concret. Et j'ai beaucoup bataillé sur ce sujet et je me suis fait très mal voir, considéré comme rétrograde, conservateur, réactionnaire, tout ce que vous voulez. Et j'étais l'autre jour, dans le cadre de mes fonctions au plan que vous avez eu la gentillesse de rappeler, j'étais à l'Académie des sciences. Et il y avait là les plus extraordinaires mathématiciens de notre temps. Et ils ont dit, mais il y a eu là une rupture dont nous payons le prix tous les jours. Alors, avoir raison 30 ans après, je ne suis pas sûr que ce soit une satisfaction formidable, parce qu'on préférerait avoir raison contemporainement. Au moment où tu étais ministre. Absolument. Tu avais posé la main à la pâte avec Georges Charpak. C'est là que nous l'avons créé. Voilà. Yves Quéré, Charpak. Mais tu vois bien. Ouais. Bien sûr, nous l'avons créé. Bien sûr, il y a des expériences formidables. Mais ça n'est pas le lot commun des classes. Ah non, bien sûr que non. Et là, on a comme un début d'ombre, de commencement, de clé pour comprendre les événements. Mais tu sais, on peut, malgré les efforts, et alors que tu avais ouvert la voie à cette question qui était, alors, la main à la pâte, c'est... Je vous raconte juste pour que nos téléspectateurs, auditeurs, pardon, excusez-moi, mais c'est pour ceux qui regardent le podcast, évidemment, et pour qu'ils comprennent ce que c'est que la main à la pâte. La main à la pâte, je prends un exemple, entre mille, mais un exemple. Une classe d'école maternelle, un jour de soleil, la maîtresse amène ses élèves dans la cour. Elle pose une petite fille au milieu de la cour, on marque d'une croix là où elle est. Bon, très bien, ok. Et puis, on regarde l'ombre qui est portée au sol. Il est 9h du matin. Et de 9h, 10h, 11h, midi, 1h, 2h, on retrace l'ombre à chaque fois projetée par le soleil, cachée par cette petite fille. Et à un moment donné, la maîtresse dit à ses enfants une chose très simple. Elle leur dit, qu'est-ce que vous avez là, mes enfants? De quoi s'agit-il quand vous regardez? Et donc les enfants disent comme un seul, c'est une fleur. La maîtresse leur dit, mais enfin, mes enfants, je ne vous ai jamais demandé de dessiner une fleur. Non, maîtresse, c'est vrai, mais regarde, tu vois bien que c'est une fleur. Tu vois bien l'évidence. Et elle les pousse, et elle les pousse, et elle les pousse. C'est ça, la main à la pâte, c'est ça. C'est pousser, non, pour dépasser l'œil et penser et interpréter ce que l'on voit. À ne pas se contenter simplement de voir et de dire, mais de
d'interpréter. Et à un moment donné, une petite fille timidement dit « Maîtresse, je crois que ça a tourné. Maîtresse. C'est le moment divin, magique, hein, où un enfant, tout d'un coup, s'élève. Et cet enfant s'élève. La main à la pâte, c'est l'élévation. C'était ça la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas promu ? Parce que dans l'esprit d'un certain nombre de gens, ça n'était pas assez, ce que tu as dit, abstrait et théorique. Ça ramenait les enfants sur quelque chose qui était trop terre à terre. Trop terre à terre. Et ça explique aussi que ces gens-là n'ont pas grand-chose à faire des enfants, j'allais dire normaux, du tout venant, et que la seule chose qui les intéresse, c'est les enfants particulièrement doués, et c'est pour cela qu'ils font les mathématiques. Pour eux, les mathématiques sont un outil de sélection. Cher Alain, voilà. C'est une vision, celle que tu viens d'exprimer, très optimiste de la réalité. Oui. Moi, je pense que la maîtrise de ces mécanismes, de ces pratiques a été perdue. Oui. Je prends un exemple. Oui. On parle aujourd'hui, tous les jours, de milliards d'euros. Qui sait ce qu'est 1 milliard? Si je devais parier, je dirais il n'y a pas 25% des Français qui savent ce que c'est 1 milliard. Qu'est-ce qui est plus grand? 3 milliards ou 321 500 000? Je ne suis pas sûr que tout le monde ait la bonne réponse. Je ne suis pas sûr que un grand pourcentage de la population sache ce qu'est un hectare. Non. Combien de mètres carrés dans un hectare? Combien de millions dans 1 milliard? Si cette idée du calcul mental, je prétends souvent pour rigoler que je suis le créateur, le président et le seul adhérent de l'Association française pour le retour du calcul mental. Si tout le monde avait eu à l'esprit ce qu'est l'ordre de grandeur d'1 milliard, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 million? Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 milliard? Si tout le monde avait eu ça, on n'aurait pas laissé faire l'endettement du pays comme on l'a laissé faire, ce qui a été un des grands combats de mon engagement politique. Il y a un lien extrêmement étroit entre la culture générale à base des fondamentaux les plus simples et l'esprit civique. Par exemple, on parle beaucoup d'énergie aujourd'hui. Qui connaît, alors ça c'est un peu plus subtil, je reconnais, qui connaît la différence entre un watt et un wattheure? Entre un kilowatt et un kilowattheure? Et je vois à votre regard perplexe que ma question n'est pas totalement déplacée. Je vous laisse continuer. Qui connaît? Où sont les bases? Or, ce sont les bases qui permettent la compréhension, l'engagement dans le monde, la capacité de lire un papier, et donc la citoyenneté. L'esprit civique. L'esprit civique, absolument. Et juste pour revenir aux mathématiques qui ont été supprimées quand même en 2019 dans les filières générales au lycée et qui vont être réinstaurées l'an prochain, qu'est-ce que vous avez pensé de cette suppression? Il y a beaucoup de personnes qui se sont élevées contre ça. Qu'en avez-vous pensé? J'aime pas dire du mal des gens. J'étais tout à fait enthousiaste des 2 premières années de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Ah, moi aussi. Et j'ai été beaucoup moins enthousiaste par la suite. J'ai essayé de le lui dire, c'est délicat à dire. Comme si il y avait des groupes de pression internes au ministère qui tout d'un coup s'étaient saisis ou étaient entrés dans les méandres disponibles pour reprendre une partie de leur influence ou de leur pouvoir. Mais c'est des choses extraordinaires. Je connais un certain nombre de jeunes agrégés.
brillants, capables, réellement traumatisés par le poids qu'on fait peser sur eux. J'ai vu des rapports d'inspection en disant, en seconde, je les ai montrés au président de la République en disant, le cours de ce jeune garçon ou de cette jeune collègue est trop transmissif. Et trop transmissif. Écrit Ouais. dans le rapport. C'est-à-dire, en fait, trop limpide. Ben voilà, il communiquait quelque chose, Voilà. avec l'idée que c'est le rôle de l'enseignant doit être plutôt de révéler ce que les élèves savent déjà. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un parcours pédagogique là-dedans, bien sûr, mais grosso modo, quand vous avez enseigné les premières bases de la syntaxe latine ou La Fontaine ou quelques vers de Racine Ou le nom des étoiles, par exemple. Heureusement que vous êtes transmissif. Évidemment. Chacun d'entre nous, quand il parle à ses enfants pour leur révéler quelque chose qu'ils ne connaissent pas, heureusement qu'il est transmissif. Ce que je dis, c'est document à l'appui. Et qu'est-ce que ça veut dire ? On passe à une autre partie de ce diagnostic. Ça signifie que l'idée que le prof est en réalité le maître dans sa classe, qu'on le jugera sur les résultats et pas sur les a priori. Cette idée a disparu. J'espère qu'elle va revenir maintenant parce que le président de la République s'est exprimé encore hier pour dire liberté pédagogique. Vous êtes favorable à plus de liberté pédagogique pour les professeurs ? Je suis favorable à plus de liberté pédagogique avec la vérification que les objectifs fixés sont atteints. Parce qu'il y a 1000 manières d'enseigner. Et si on jugeait l'enseignement à ses fruits, qu'est-ce qui est intéressant ? Eh bien, c'est que le petit garçon, la petite fille, le jeune garçon, ait la maîtrise d'un certain nombre de choses. Par exemple, tout bêtement, de l'orthographe. Je sais bien que l'orthographe, on disait autrefois, Alain se souviendra, quand nous étions enfants, on disait c'est la science des ânes. Il y avait Je vous assure que quand vous voyez un rapport écrit, alors aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, on corrige des fautes, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'esprit et la main soient capables tout seuls d'arriver à une correction de l'expression écrite. Je peux te donner un exemple qui va te ravir. La mort de l'homme que j'ai toujours espéré, ou que j'ai toujours aimé. La question est de savoir si tu mets un « e » à la fin du participe passé ou pas. Si tu mets un « e », c'est la mort. Si tu mets pas de « e », c'est l'homme. On voit bien ici que l'orthographe n'est pas la science des ânes. C'est au contraire. Une capacité de compréhension. Capacité de compréhension, la capacité de l'esprit, en fait, de se poser, de s'appuyer sur un certain nombre de règles formelles. Et il faut qu'elles le soient, ces règles formelles. Autrement, nous ne pourrions pas communiquer. Et qu'elles distinguent de façon formidable des choses qui, sans cela, seraient confuses. Donc, alors, si vous permettez, c'est une illustration de ce que nous disons. Tout à fait, non, mais je venais à la rescousse. Si nous allons plus loin, ce que je crois, dans le domaine de l'éducation, et pas seulement dans le domaine de l'éducation, c'est que nous sommes assis sur une mine de compétences, d'imagination, d'inventivité, de capacité, mine totalement inexploitée. Je dis ça très souvent. Nous avons tous rencontré dans notre vie 1, 2, 3 professeurs exceptionnels qui nous ont marqués pour toute notre vie. J'ai des visages devant les yeux quand je dis ça, et vous aussi, naturellement. Bien sûr. Ces profs nous ont ouvert le monde, nous ont fait progresser comme jamais, parce qu'ils nous ont
pas seulement fait progresser, mais ils nous ont ouvert des portes. Ils nous ont fait passer d'un état d'incompréhension à un autre état qui est un état de compréhension. Et ceci, c'est comme la différence entre 0 et 1. La différence entre 0 et 1, c'est l'infini. Ils nous ont ouverts. Mais ces profs-là, qui a profité de leur intelligence et de leur créativité en dehors de leurs élèves? Personne. Personne. Parce qu'on ne les repère pas. Jamais. On regarde jamais comment ils travaillent. Heureusement, autrement tu n'aurais pas eu les UFM. Eh bien, c'est exact. Jamais on ne regarde. Et il ne faudrait pas seulement regarder et repérer. Il faudrait étudier leur démarche pour la proposer aux autres. Je ne dis pas l'imposer aux autres. Parce que y a 1000 enseignants qui ont trouvé une méthode formidable pour, je ne sais pas, l'histoire, la géographie, le latin, le grec. 1000. On pourrait au moins étudier leur démarche, et puis leurs collègues en profiteraient. Est-ce qu'il devrait, par exemple... Aujourd'hui, personne n'en profite. Est-ce qu'il devrait alterner, par exemple, l'enseignement en classe avec, par exemple, des formations et de l'auto-évaluation aussi, pour se remettre à niveau, pour... Oui. Tout ça, pardonnez-moi, c'est de la mécanique administrative. On trouvera la question. On a beaucoup d'imagination pour la mécanique administrative. Mais l'idée, vous êtes un jeune certifié ou une jeune agrégée dans votre classe. Vous pouvez innover. Vous pouvez chercher, trouver des méthodes, un ordre de découverte des connaissances. Et on vérifiera au bout du chemin si vous avez fait avancer vos élèves ou pas. Non pas pour vous punir, non pas pour vous juger. Je m'arrête une seconde là. C'est la grande question de l'évaluation pédagogique. Les enseignants qui évaluent leurs élèves n'aiment pas beaucoup qu'on les évalue eux-mêmes, parce qu'ils ont peur qu'on les sanctionne. Ils ont peur qu'on les punisse si ça ne va pas. Les enseignants sont d'anciens élèves et ils ont gardé de mauvais souvenirs des évaluations. Et donc, il faut découpler l'évaluation de la sanction. L'évaluation, elle est faite pour mettre en exploitation la mine dont je parlais à l'instant. La mine de compétences, la mine de savoir-faire, la mine de générosité, parce qu'on ne peut pas être enseignant si on n'est pas généreux. On dit très souvent, il faut que les élèves soient heureux dans la classe. Oui, bien sûr, parce que s'ils ne sont pas heureux, ça ne marche pas. Vous ne transmettez pas. Si vous n'arrivez pas à regarder le garçon ou la fille qui est là, et que dans vos yeux, il voit que vous lui trouvez quelque chose de positif, ça ne marche jamais. Donc tout ça est étroitement lié, la générosité humaine et la générosité pédagogique et la générosité de la culture, c'est la même chose. Et donc on a chose immense à construire pour mettre cette mine en exploitation, à condition d'accepter que, je vais me faire là encore très mal voir, que la règle ne vienne pas d'en haut, ou ne vienne pas que d'en haut. C'est-à-dire qu'il faut découpler la formation des maîtres de l'université toute puissante. Oui, ça suppose, Alain, que l'université est toute puissante. Moi, je crois qu'elle est plus toute puissante. Ah non, mais elle est toute longtemps. puissante dans sa force, tu vois, de nuisance d'ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans les INSPE, puisqu'on les appelle des INSPE maintenant, tu te rends compte à quel point, juste un chiffre, 2 heures 3/4 en moyenne dans les INSPE de France sont consacrés à l'apprentissage de la lecture par an. 2 heures 3/4. Oui, voilà. Bon. Pourquoi ? Parce que l'universitaire qui arrive, si tu veux, dans l'INSPE, il vient de faire une thèse sur le roman policier du XVIIIe siècle. Il arrive et il dit au directeur de l'INSPE, « Cher monsieur, moi, voilà ma spécialité. » Le directeur, « Oui, mais j'ai peut-être besoin de... J'ai ma thèse, je viens d'être nommé, je suis maître de conférence. »
Donc ce que vous dites, Non, c'est mais- que les universitaires ont trop de poids aujourd'hui dans la bah, fabrication des évidemment. programmes et qu'il faudrait laisser les enseignants. Ce à quoi appelait François Bayrou, qui est d'aller chercher les meilleurs talents, ça veut dire donner le pouvoir à ceux qui savent, c'est-à-dire qui ont été dans les classes. Les universitaires n'ont jamais été dans une classe. Vous Et par voyez, contre, c'est ça la grande Alain question. Bintolila, Dieu sait que lui peut en parler, aborder la question de la transmission de la lecture. Question centrale. Alors là encore, une satisfaction 30 ans ou 40 ans après. Je viens de voir une étude sortir extrêmement sévère pour l'approche globale de la lecture. Parce que, alors devant Alain Bintolila, je m'exprime avec tout à fait prudence, il se trouve que la graphie en France, la graphie de langue française, n'est pas une graphie idéogrammatique comme la Chine ou le Japon, c'est une graphie d'abord phonogrammatique. Ça veut dire, d'abord on écrit des sons. Et si vous passez par une idée d'approche globale de la lecture, alors, comme je pense à un petit garçon, il y avait écrit souliers, il lisait chaussures. Ou le contraire plutôt, il y avait écrit chaussures, il lisait pareil, souliers. C'est parce qu'il voyait... Et quand il verra train et locomotive, évidemment... Il voyait un signe qui était un son. Ouais. J'ai beaucoup bataillé sur ce sujet, maladroitement sans doute, dans ces années déjà lointaines. Et tout le monde me disait, mais il n'y a plus de lecture globale. Alors j'ai fait venir les 200 manuels, il y en avait un peu plus de 200, disponibles en vente libre. Et sauf un que tout le monde connaît, parce que tous les parents s'en servent pour leurs propres enfants. Boucher. La méthode Bochet. Sauf un, ils étaient tous d'approche globale. Je ne dis pas uniquement globale, d'approche globale. Mixte. Or, cette semaine est sortie une étude que tu as dû lire, moi j'ai Oui, pas lu voilà. de près, qui dit, mais c'est une catastrophe. Et ça fait 50 ans on a imposé à des générations d'enseignants, non pas de partir de leur propre créativité pour transmettre, mais de partir de ce qu'on leur imposait comme devant être la loi et les prophètes. Dans cette maison, Tu peux. l'expression a du sens et je peux l'employer. Et donc, voilà, Alors, tragédie. ouais. Pourquoi je dis ça? Et pour moi, c'est très important. Parce que ce qu'on oublie toujours en France, les conséquences ont des causes. Le bilan PISA est simplement la capacité d'un jeune diplômé à écrire correctement en français. La capacité de nombre de jeunes enseignants à écrire correctement leur langue. Le doute qui les envahit quand ils ont à transmettre. La crainte de se tromper ou de ne pas être au niveau. Mais si vous n'êtes pas au niveau, c'est pas grave, on va vous mettre au niveau. On va vous aider à récupérer le niveau en question. Autrement dit, tout l'appareil de l'éducation, je propose qu'au lieu de contraindre les enseignants, il se donne pour mission de soutenir les enseignants. J'enchaîne juste sur ce que dit François Bayrou avec beaucoup de pertinence. Enfin, ce qu'il a dit avec beaucoup de pertinence. Et un peu d'impertinence. Voilà, et un peu d'impertinence. Il est vrai que en français, nous sommes devant une langue dite alphabétique, graphophonologique, contrairement au chinois. Oui. Hein, le chinois, le mandarin, sauf que les petits Chinois qui apprennent le mandarin à lire le mandarin, il leur faut 9 années d'études. Nous sommes capables de le faire en 1 an. Pourquoi? Parce que nous avons une langue graphophonologique. Oui. Bon, elle est bâtie comme ça. Bon, vous voyez une lettre, il y a un son qui est à côté. Vous avez un son, il y a des lettres ou des groupes de lettres qui vont.
Donc, il faut rappeler sans arrêt que la base, le fondement même de l'apprentissage de la lecture, c'est l'apprentissage des correspondances entre les lettres et les sons, la combinaison. Mais la question que je pose, est-ce que ça suffit? Et là, je réponds non. Il ne suffit pas d'être un très bon déchiffreur pour être un vrai compreneur, c'est-à-dire un enfant capable, ce que tu appelais tout à l'heure de tes voeux, c'est-à-dire capable de prendre un texte à bras-le-corps et de le comprendre en le questionnant, etc. Il faut considérer que l'apprentissage de la lecture se fonde sur la bonne maîtrise des graphèmes et des phonèmes, mais il faut aussi dire que on doit nécessairement accompagner les enfants jusqu'au collège vers la compréhension des textes et dans leurs différentes acceptions, c'est-à-dire on lit pas un texte de mathématiques comme on lit un conte merveilleux, etc. Tu as 10 000 fois raison. C'est ça, voilà. Mais il faut ajouter que l'étape 1 est indispensable. Est vitale. Vital, oui, mais il n'y a pas d'étape 2 sans si étape 1. Si tu n'es pas à l'aise dans l'étape 1... On est d'accord. Et donc là, le temps scolaire... Il n'y a pas assez de temps scolaire qui est consacré justement à cet apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je pense que souvent on veut aller trop vite. Oui, bien sûr. Et en particulier, moi je suis très frappé par ça, qui ai eu la passion toute ma vie. Vous entrez dans une classe, je ne sais pas quoi, de CM1. Vous faites lire un texte en lecture vocale, tout fort comme on dit, à des élèves. Vous savez déjà qui fera des études supérieures et qui n'en fera pas. Au CM1. Et peut-être on peut remonter encore avant. Moi, j'ai envie de lancer une expérience pour accompagner des enseignants qui seraient intéressés par le plaisir de la lecture à voix haute avec leurs élèves. À haute voix. La lecture qu'on partage par la voix. Je suis persuadé qu'on peut faire des progrès formidables. Je suis persuadé. Je rencontrais récemment des parents qui ont un enfant un peu handicapé. La lecture à voix haute a libéré cet enfant. Parce qu'elle a transformé quelque chose qui était exercice en quelque chose qui est plaisir. Plaisir et don. Et don. Et don. C'est ça qui est extraordinaire dans la lecture à voix haute, c'est un don. Je t'offre. Exactement. Et par ma voix, tu entres quelque part avec moi. Et ça, on ne l'a pas dans la lecture silencieuse. Alors la lecture est éminemment silencieuse, bien sûr, mais ça ne suffit pas. C'est là que, enfin, on a tous. Moi, je fais ça quelquefois les soirées d'été avec mes enfants, qui sont grands maintenant et qui rient parce qu'assez souvent les textes que je choisis sont pour moi très émouvants et il m'arrive de pleurer en lisant tellement c'est l'émotion du texte et de la transmission du texte, de cette générosité, de ce don presque amoureux, là, est tel que ça me serre la gorge. Je voudrais... Pardon, je voudrais pas oublier... Non, mais Margot, je voulais simplement poser à François une question concernant cette désaffection, ce désenchantement de notre jeunesse qui entre dans la carrière, si j'ose dire, ou qui devrait entrer dans la carrière pour le métier d'enseignant. Moi, je suis, mais plus qu'inquiet, je suis terrifié en voyant à quel point nous avons un mal fou à intéresser de jeunes esprits à venir enseigner. Alors, il y a des tas de raisons, mais moi, j'aimerais avoir ton point de vue sur disant, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement, à ce désenchantement? C'est un sujet de réflexion très important. Hors micro, je rappelais tout à l'heure que j'avais écrit il y a plus de 30 ans un livre qui s'appelait La décennie des malappris. Je m'étais trompé, c'était pas la décennie, c'était le demi-siècle des malappris. Donc, mon unité de temps n'était pas la bonne. Et déjà, à cette époque, il y avait des affections complètes. Et
une des thèses de ce livre, c'était « Nous allons avoir des générations d'enfants de plus en plus nombreuses et de moins en moins d'enseignants ». Et aujourd'hui, on y est. Alors, il y a plusieurs choses, je les donne en vrac. D'abord, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est un métier scandaleusement mal payé. D'accord. Comme j'ai beaucoup d'enfants enseignants, bon sang ne saurait mentir, je regarde, je leur demande de me dire combien ils gagnent net par mois. Et j'ai des enfants universitaires, maîtres de conférences, doctorats, qui enseignent à l'université depuis plus de 10 ans. Feuille de paie, 2250 € par mois. Oui, absolument, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et professeur d'université, titulaire de chaire, dépasse 3000, mais pas de beaucoup. Non. Moi, j'ai pris ma retraite à 4500 €. Oui, et tu étais le sommet, au top du top. Je connais le plafond. De la carrière et de la réputation. Oui, mais internationale. Voilà, mais ça... je ne dis pas ça pour te flatter, mais c'est la vérité. Voilà, oui, bien sûr. Et donc, vous voyez, ça, c'est un aspect des choses qu'il ne serait pas juste d'oublier. Deuxièmement, il y a une perte de prestige. Il y a une perte de prestige parce que l'enseignant n'est plus considéré comme étant un repère dans la société. Il l'a été. Oui, c'est vrai. Pas si longtemps. L'instituteur dans un village des Pyrénées, lisez Marcel Pagnol, qui est un génie entre nous, un classique. Lisez Marcel Pagnol et vous allez voir ce qu'était l'instituteur du village. Chez nous, en plus, souvent, il était secrétaire de mairie, en plus, pour arrondir ses fins de mois, et ça lui donnait la double légitimité. La légitimité du savoir, la légitimité administrative, du prestige de celui qui peut aider et qui signe les certificats, au nom du maire. Donc, perte de prestige, qui vient de ce que... il y a des remises en cause très profondes dans les familles des enseignants. Alain se souviendra que quand j'étais ministre, on avait fait une étude pour essayer de déterminer quels étaient pour les élèves les facteurs de succès. Est-ce que c'était le niveau social ou économique de la famille? Est-ce que c'était le niveau culturel? Eh bien, le facteur principal de succès, c'était l'image de l'école à la maison. Si l'école était considérée à la maison, et je suis de ceux qui savent ce qu'ils disent quand ils disent ça, parce que c'est mon histoire, et peut-être la tienne, Alain. Exactement la même, oui. Voilà. Si l'école est à la maison respectée, si le maître est considéré à la maison comme légitime dans sa classe, et pas comme devant être discuté, pas comme devant être remis en cause, pas il est nul. La phrase de « il est nul » des parents s'adressant aux enseignants, et parfois on ne sait jamais, ils ont peut-être des raisons, c'est pas ça la question. Cette phrase devrait être bannie. Vous savez, je vais raconter quelque chose qui n'est pas racontable. Dans les fermes béarnaises pyrénéennes d'où je viens, vous aviez une punition à l'école, l'enfant rentrait se plaindre à la maison et il avait une claque de la part des parents. Alors, je ne recommande pas les claques, quoi qu'il me soit arrivé dans ma vie, à mon corps défendant, mais bon. Mais c'était comme si la légitimité du maître dans sa classe devait être relayée par un surcroît de légitimité à la maison. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui du tout. Et ça n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Alors, est-ce que cet affaiblissement de légitimité est lié à la multiplication du nombre des enseignants?
C'est une question qu'on peut parfois se poser. Non, mais c'est lié aussi, si tu veux, au fait que d'autres sources de Voilà, savoir... alors j'y venais. Ah, si tu venais, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Bien sûr. Vas-y, C'est le dernier point. Quand je réfléchis à la crise de la lecture, il n'y a pas de doute que les écrans ont relayé la lecture comme clé de... Moi, j'ai passé mon enfance intégralement à lire. Et aujourd'hui, les enfants sont sur les réseaux sociaux, sur Et aujourd'hui, on est sur un les écran. SMS, etc. Ouais. On a une tablette. L'image a remplacé. Or, si vous réfléchissez à ceci, lire, c'est rendre son intelligence active. Il faut aller chercher l'information. Il faut la déchiffrer et la recombiner. Et la recombiner pour faire du sens avec les mots, comme disait Alain, mais la recombiner avec le fond culturel qu'on a. Bien sûr. Et c'est une opération active et, si j'ose dire, de musculation de l'intelligence. Tandis que l'écran et l'image vous saisissent en situation passive. Et j'ajouterais juste que lire, c'est fabriquer ses propres images. Oui, absolument. Et contre l'imposition d'images venues de l'extérieur. Et donc, je pense à Antoine de La Garandrie voilà, hein, qui a tellement insisté sur la question des images que l'on se fabrique. J'étais très fier, c'est moi qui ai donné la Légion d'honneur à Antoine de La Garandrie. Ouais, Comme je regarde ta boutonnière, voilà. bien garnie. Et ça, c'est le cas même, si tu veux, c'est la vraie question qui est effectivement, c'est pour ça par exemple que je dis souvent aux instituteurs quand j'ai l'occasion, je leur dis, lorsque vous mettez un enfant en compréhension, évitez de lui balancer des images. Il y a un temps qu'il se fabrique lui-même ses propres images. Voilà. Et ensuite, éventuellement, vous irez chercher des images, des œuvres d'art, etc. Mais dans le moment de la compréhension, laissez-le, poussez-le à fabriquer ces images. Et je crois que mais je veux dire, pourquoi ça a été perdu, cette volonté de faire en sorte que l'enfant soit lui-même à la fois respectueux du texte et créateur de son propre sens? C'est parce que c'est difficile, c'est compliqué. C'est un effort. Voilà, il vaut mieux plus dire, grand voilà, que de recevoir l'image et le son. Absolument. C'est tout à fait la... Et il y a là aussi ouais. une des explications, si on voulait dire la vérité, une des méta-explications de la perte de prestige de l'enseignant, passer de celui qui ouvre la porte vers une civilisation du livre à celui qui se défend comme il peut dans une civilisation de l'image. Ouais. Et lui-même étant terriblement absorbé par cette civilisation de l'image. Voilà. Parce que comment peut-on construire cette quête de l'intelligence si soi-même on n'est pas persuadé qu'on s'en sortira par la culture? C'est une vraie question. C'est une pyramide à rebâtir, notre histoire. C'est une pyramide à rebâtir, c'est effectivement, tu l'as souligné, une question aussi de méthode, une question de formation absolument nécessaire, de revalorisation. J'ajouterai juste une chose à cette question de désenchantement. Ils ne se sentent plus indispensables, les maîtres, aujourd'hui. Oui. Et pour une raison assez simple, finalement, c'est que quand on voit année après année les écarts se creuser entre les élèves, parce que ça, dans PISA, montre de façon très évidente, année après année, les écarts se creusent. Alors, je ne dis pas que l'école doit supprimer les écarts, ils existent, mais elle doit essayer de donner sa chance à chacun. Hein, et ça, elle le fait de moins en moins. Et le maître qui est porteur de cet espoir-là se trouve dans une situation où il dit finalement à quoi je sers? À quoi est-ce que je sers? Quoi que je fasse, de toute façon,
ils sortiront de la classe quasiment dans le même état d'écartement, hein, ou comment dirais-je, de difficulté dans lequel ils étaient quand ils sont rentrés. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de désespérant. Je voudrais abonder dans le sens d'Alain. Si j'essaie de poser cette question, celle de l'ascenseur social, l'école ascenseur social, l'école promotion qui donne à chacun la possibilité de se réaliser au mieux et d'échapper aux contraintes de sa naissance, du milieu social, culturel dans lequel il est né. Question qui, au passage, obsède le président de la République, à juste titre. Cette affaire d'échapper à l'assignation de résidence. T'es né là, tu resteras là. Quand je me pose cette question, alors je vois très bien une différence. Quand nous étions enfants, le chemin était balisé. On savait que si on réussissait les examens... certificat du 6e, le baccalauréat, et puis les études universitaires, et puis les concours. Tous les concours. La Poste, c'était un concours. Tout ça était, et enseignement, c'était un concours, bien sûr, avec ses grades. Et quand on obtenait l'agrégation, il y avait en soi quelque chose qui avait changé. Ah, bien sûr. Parce que, du coup, on n'aurait plus de supérieur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui, moi aussi, pareil. Voilà. Pareil. Et donc, c'était balisé. Il n'y a plus rien de balisé. J'ai le souvenir très précis et très brûlant, très douloureux. Dans un des quartiers de Pau, une dame marocaine, on a beaucoup de Marocains dans les quartiers à Pau, c'est 80%. Et d'ailleurs, ils étaient très contents hier soir de la victoire du Maroc en 8e de finale. Surtout contre l'Espagne. Surtout contre l'Espagne. Mais au moment où l'émission va être diffusée, on ne connaît pas la suite. Mais au moins, c'est bon. Cette dame marocaine à qui j'essayais de transmettre les messages politiques et les plus généreux, elle me dit « Je ne crois pas ce que vous me dites ». Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Écoutez, j'ai un fils qui est Bac plus 10, et pour gagner sa vie, il a été obligé de partir faire la plonge à Londres. » À Londres. Il a un doctorat de philosophie. Et vous comprenez, la disparition des balises. Le jour où j'ai eu ma licence, ma mère, qui ne connaissait pas très bien les arcanes, elle m'a dit, c'est bien, maintenant, tu vas pouvoir enseigner. Parce que licence, c'était licentia docendi, la licence, l'autorisation d'enseigner. Absolument. Et pour elle, c'était ça. Si on avait une licence, on pouvait au moins enseigner. La porte était ouverte. Alors, elle ne savait pas qu'il y avait les concours, mais elle l'a su très, très vite. Et c'était balisé. Vous avez un doctorat, vous n'êtes pas sûr que ça vous ouvre la moindre porte. Et c'est une frustration absolument terrible pour les élèves devenus étudiants, devenus adultes, une frustration, sentiment d'être pas reconnu, et aussi une perte de légitimité pour les enseignants. Parce qu'ils avaient la clé, t'as plus de clé. Et donc cette restitution, la réflexion nécessaire pour restituer les balises, une chose très, très importante. Ça veut dire qu'il faut aussi revaloriser la culture. Oui. Dire que être cultivé, ça n'est pas honteux, ça n'est pas ridicule. On n'est pas un bouffon parce qu'on est cultivé. On n'est pas un bouffon parce qu'on ne fait pas de faute d'orthographe. Au contraire,
Et au fond du fond, quand même, il y a cette question. Moi, je travaille avec Serge Boimard sur les textes fondateurs. Ce travail de fond sur les textes les plus importants, les plus beaux, qui portent tout ce qui nous unit, est quelque chose d'absolument essentiel. Ça a été complètement délaissé par l'éducation aujourd'hui. On en avait parlé il y a quelques années. Tu m'avais dit à quel point tu étais soucieux, justement, de travailler sur ces textes profanes ou sacrés, peu importe, mais sur ces textes qui font que nous reconnaissons. Mais vous savez, c'était, pour finir sur un sourire, parce que je vois dans votre regard, Margot, qu'il faut finir. C'est la fin de l'émission, oui. Dans un village des Pyrénées, cette culture fondamentale, ce socle commun, il était partout. Par exemple, on jouait à la belote. Et vous aviez toujours quelqu'un qui posait une carte sur la table en disant « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Et l'autre répondait « Non, je n'ai que du pic. » Le « Rodrigue, as-tu du cœur ?» C'était le Cid, évidemment. Pour des gens qui, parfois, n'avaient même pas le certificat d'études, mais c'était comme un fond culturel commun qui était un ciment aussi. Alors, aucune raison d'avoir de la nostalgie pour ces temps-là, parce que ce n'était pas des temps faciles pour tout le monde. Et quand vous étiez en bas de l'échelle, j'ai beau dire que c'était balisé, mais si vous ratiez la balise, vous restiez aussi en bas de l'échelle. Quand je dis c'est à reconstruire, c'est pas à retrouver le passé, c'est à trouver dans notre avenir une manière de voir le monde, une organisation qui puisse nous rendre les clés que nous avons perdues, ou nous permettre de retrouver des clés pour un univers qui est à construire. Merci beaucoup, François Bayrou, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes maire de Pau depuis 2014, président du MoDem, haut-commissaire au plan depuis 2020. Et donc, vous avez été ministre de l'Éducation de 93 à 97 et ministre de la Justice en 2017. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci Alain Mentoïla pour cette émission. Merci Margot, merci d'être là avec nous. Et François, vraiment, j'ai été extrêmement heureux que tu viennes ici aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Oui. Et en attendant, vous pouvez donc retrouver cette émission sur notre site internet, sur YouTube et donc sur tous nos réseaux sociaux. Et je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.